Alors nous sommes toujours à Blanquefort, le lendemain du sommet de la conscience. J'ai le plaisir de recevoir une des organisatrices, mais aussi pas que, parce qu'elle va nous expliquer un petit peu qui elle est. Elle s'appelle Pink Lady. C'est Pink Lady, ça. bonjour. Bonjour. Alors Pink Lady, tu vas nous parler de toi et d'abord, qui es-tu? Vaste sujet. Alors, je pense que je pourrais me définir en premier lieu de manière surprenante comme plutôt une âme artiste et poète qui a une sensibilité qui est pas apparente au premier abord, mais qui est très attachée à l'humain, à une curiosité plutôt infantile de la vie, de chaque jour qui m'émerveille. Et mon étiquette officielle est la podologie. Ça fait 25 ans que je suis podologue, après des études plutôt scientifiques, un parcours scientifique. J'ai suivi un petit peu les bancs de la fac de médecine et puis après une carrière, une carrière, bon, enfin 25 ans de podologie, à écouter et à partager la vie des êtres qui me donnaient une parenthèse, en fait, en venant me consulter. Et cette podologie-là m'a ouvert par le biais des pieds les portes de l'âme, mais m'a surtout permis de m'accompagner moi, de me connaître moi, de voir un petit peu le sens des vies, de ce qui se joue dans ce grand théâtre humain en fait, entre 0 et 100 ans voire plus, puisque c'est l'échantillon de population que j'ai. Il y a vraiment un riche échantillon humain et puis j'ai la chance de pouvoir partager beaucoup de choses avec mes patients en premier lieu et ensuite d'avoir toujours gardé cette petite flamme, ce rêve d'art. Parce que j'avais hésité entre la médecine et l'art. Et bien sûr, le côté rationnel dans notre société prime. On m'a dit que bien sûr, artiste n'était pas un métier et qu'on n'en vivait pas. Donc j'ai mis ça de côté. Mais en fait, ça n'a jamais pu être étouffé. Ça a toujours tapé à la porte et l'art en fait est omniprésent dans tout ce que je suis, dans chacune de mes cellules. Donc bon, je me rends compte aujourd'hui que mes 50 ans me permettent d'avoir un petit peu plus conscience du côté précieux de chaque instant et de me rendre compte sur le chemin expérientiel de ce que j'ai vécu. Je dirais 2 fois 25 ans, une première partie de vie à Lyon et une autre partie en région toulousaine, où en fait, là le temps est précieux. Et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves parce que moi-même, je m'attache à réaliser chacun de mes rêves. Et ce sommet de la conscience fait partie d'un de mes rêves parce que sans rêve, je trouve qu'on a, en tout cas moi, je n'ai plus de sens à la vie ou d'énergie pour déployer des envies, des créations. Voilà, il me faut un projet, un rêve. Tu te considères aussi comme une coach? Ah, je suis coach. D'ailleurs, j'ai fait valider professionnellement, entre autres, cette compétence-là il y a déjà pas mal d'années, parce que naturellement, et d'ailleurs quand j'ai commencé la formation, ma formatrice, au bout de 2 jours, m'a dit que je n'étais pas venue chercher une légitimité au niveau du coaching, que j'étais naturellement coach, mais que j'étais venue faire la place à l'art dans ma vie, légitimer l'art dans ma vie. Et comment tu considères ta relation avec l'invisible? Parce que là, aujourd'hui, hier surtout, pendant avec tous les invités qu'il y a eu, qui sont passés, tous avaient une relation vraiment très étroite avec l'invisible. Je voudrais savoir la tienne de relation. Alors, elle est, elle est omniprésente depuis ma naissance et même un peu avant. Elle fait partie des choses taboues dont on ne parle pas. Elle fait partie des choses qui, comme l'art, ne sont pas légitimées dans nos sociétés. Et c'est quand même fou de devoir se cacher de ça, même à ses propres proches. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grande des épreuves. La première étape, c'est d'être soi, vraiment soi-même, avec les gens qui sont censés nous connaître le mieux.
C'est tout un chemin, tout un travail et toute une difficulté parce que donc ça m'a permis aussi de travailler tout ce qui était les loyautés familiales inconscientes, le transgénérationnel, etc. Tous les interdits que finalement on porte et qu'on s'impose nous-mêmes. Et puis bon, la vie nous fait rencontrer des personnes qui viennent nous donner un petit coup de pied au derrière ou une petite étincelle pour nous montrer l'évidence et l'acceptation de qui on est. Donc c'est invisible, en fait, j'ai toujours communiqué et vécu avec de manière naturelle, de manière étrange, puisque personne n'en parlait et puis qu'autour de moi j'avais l'impression que c'était pas vraiment sauf bon, j'avais une grand-mère qui faisait un petit peu de magie, tout ça, mais voilà, d'ailleurs très superstitieuse, alors on avait à la fois très peur et une des choses qui me faisait très peur quand j'étais petite, c'était la mort, mais la peur de perdre mes proches et ceux que j'aimais, ça c'était ma plus grande peur. Et paradoxalement, quand j'ai perdu mon grand-père, je l'ai vu dans un de mes rêves de manière vraiment plus que réaliste. Et ma grand-mère a fait le même rêve à 600 km de distance et il nous faisait faire la même chose, c'est-à-dire il nous accompagnait faire le tour du village jusqu'à finalement son point de départ, nous dire au revoir, et on a vécu la même chose de manière synchrone en même temps. Alors quelqu'un qui est scientifique dirait c'est le hasard, mais quand même en termes de probabilité, et puis c'était pas un rêve comme les autres. Un songe peut-être? Non, c'était vraiment comme si mon âme y était et comme si et pendant les 3 jours qui ont suivi, en fait, je sentais sa présence et il s'est passé plein d'événements et de choses qui étaient surréalistes, comme une voiture qui me rentre dedans, qui me cartonne à fond, qui apparaît d'un seul coup, et je descends, l'homme est complètement furax parce que en fait il voit qu'il est en tort et qu'il a fait une erreur, et paradoxalement il fait le tour de la voiture et il devient encore plus fou de rage parce qu'il ne comprend pas comment, avec le choc qu'il y a eu, il n'y avait pas une éraflure. Wow. Même pas un poc de peinture. Et moi-même... Il s'inquiétait pas pour toi, il s'inquiétait pour sa voiture. Oui, mais parce qu'il était en tort. Oui, non. Et en fait, il était tellement dans une espèce d'agacement de ce qui venait de se produire et de sa culpabilité. Mais alors, je crois que le plus grand énervement qu'il a eu, ça a été de constater qu'il y avait rien. Et il s'est énervé de ça, il dit mais c'est pas possible. Je lui dis écoutez, on va garder nos coordonnées, puis s'il y a quelque chose, un pare-choc qui tombe, par la suite on pourra toujours se recontacter. Mais j'avais cette présence là, comme si j'étais dans une bulle protectrice. Mais des manifestations comme ça, alors là en fait étrangement là j'avais plus la même notion de la mort, de la peur. Je venais de passer de quelque chose, et après quand j'ai fait par une rencontre, un stage de communication animale où on s'est vu communiquer avec des fourmis, des caméléons morts, etc. J'avoue que bon là j'avais un petit peu de mal au départ, et puis qu'à la fin un tilleul nous convoque pour nous parler, je me suis dit bon là définitivement je pourrais jamais raconter ça à qui que ce soit, on prendra pour une folle. Et le tilleul m'engueule et me dit tu vas arrêter de te cacher, tu vas parler ouvertement de ton secret et tu verras qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, et tu vas surtout prendre le temps de le transmettre à tes enfants. Et le lundi matin, la première patiente qui est arrivée, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, elle me connaissait pas et c'était un petit peu surréaliste pour elle, dans un cabinet de podologie, de parler de parler avec des fourmis, un tilleul, des caméléons morts. Et à la fin de la consultation, elle me dit je vais vous avouer quelque chose, ça me fait beaucoup de bien que vous m'ayez dit ça, parce que moi ça fait 70 ans que je ne dis à personne que je vois les morts et que je les entends et que je parle avec eux. Et là j'avoue que c'était l'arroseur arrosé. Alors ça me fait du bien, mais à la fois je me suis dit elle m'a pas rassurée, parce que bon voilà. Mais en fait je parle de ce moment-là parce que pour moi il y a eu vraiment le déni que je connais très bien, que j'accompagne beaucoup, qui s'est levé pour moi, ce que certains appelleront le voile de l'oubli. Et là, j'ai toutes les pièces de puzzle qui se sont alignées, et la compréhension et la remémoration de tout ce que j'avais essayé d'oublier, de mettre sous le tapis, et qui attendait gentiment que je sois prête, voilà.
Après, l'invisible et les signes font partie de mon quotidien. Alors c'est assez déstabilisant pour l'environnement parce que très rapidement les gens se sentent mal à l'aise de se sentir perçus au-delà du visible et que quand on est dans une relation, les masques sociaux en fait sont quand même des espèces de pare-feu derrière lesquels on va se cacher, se jouer, etc. Et que là on peut pas trop jouer quoi, ou en tout cas c'est assez risqué péril parce que derrière le mensonge, on le sent, on le voit et voilà quoi. Tu es toujours podologue? Oui, je suis toujours podologue. Et comment tu utilises cette connexion maintenant que tu as avec l'invisible pendant tes consultations de podologie? En fait, naturellement, comme quand je suis en dehors, en fait, je suis moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la podologue, la maman, l'amie, la chanteuse, celle qui est coach ou celle qui fait de l'hypnose ou quoi. En fait, c'est une nature. On a plus ou moins des antennes qu'on va déployer, développer, autoriser ou rétracter. En fait, ça dépend dans quel milieu on est et ça dépend de qui on a en face de soi. On se met en résonance et moi de toute façon quand je sais pas faire semblant longtemps, m'adapter longtemps, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça doit surprendre. Oui, oui. Certains consultants viennent simplement pour une podologie plutôt classique. Ouais. C'est pas le cas. Alors je sais aussi faire, je sais doser jusqu'où on peut aller. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie toujours de faire le petit pas de plus qui va entrouvrir l'espace que la personne n'aurait pas osé ouvrir, et que en début de consultation, il y a toujours, comme dans toute personne qui arrive et qui connaît pas le thérapeute ou quoi, une alliance thérapeutique qui doit se mettre en place et là à ce moment-là c'est jauger à quel moment par l'écoute, par la perception, il y a une demande non dite et qui doit être perçue. C'est là le cadeau et je crois que à chaque fois mon cadeau à moi, c'est quand ils repartent en me disant je m'attendais pas à ça mais merci. On peut pas être podologue à distance? Alors si, m'est arrivé de faire des consultations pour des problématiques. Alors oui, parce qu'en fait le corps, moi j'ai appris à lire et à décoder ce que le corps disait, ce que la vie nous disait, et particulièrement les symptômes, les maladies, voilà. Et c'est très intéressant de voir de quelle manière le corps ne ment pas et nous permet finalement d'aller rencontrer ce qui est en conflit chez soi et qui n'ose pas parce qu'il y a une peur, une loyauté, une croyance limitante. Alors c'est pour ça que je suis allée chercher des outils comme le coaching, comme le transgénérationnel. Alors tu parlais de l'hypnose, Ah oui. Tu utilises aussi, c'est dans ta boîte à outils? Ah oui, alors l'hypnose transpersonnelle, et merci Séverine Barbier, quelle rencontre. On me l'a mis sur le chemin, j'avais fait... Ah ouais, et puis il y a son petit bébé qui arrive, je suis très contente pour elle. Il y a des personnes comme ça qui nous amènent sur un plateau, un outil extraordinaire. Où là pour moi c'est ma nouvelle école, c'est-à-dire que quand on pratique l'hypnose transpersonnelle, on apprend autant sur d'autres plans. Chaque séance est un voyage et une exploration justement dans des connaissances qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne nous enseignera pas sur les bancs d'école. Alors tu le fais pour des consultants, mais est-ce que tu l'as fait pour toi-même? Est-ce que c'est j'arrête pas. Ouais. Ah ouais. Ah bah oui, parce qu'en fait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je fais tout ça. Ces vies antérieures que tu as découvert, est-ce qu'elles te parlent maintenant? Est-ce qu'elle te parle sur ta vie actuelle, sur tes problématiques actuelles? Totalement. Alors en fait, c'est même fou parce que tout est métaphorique et en fait, quel que soit l'outil par lequel on va aborder la chose et le sujet, tout mène au centre, c'est-à-dire à cette même compréhension métaphorique. Et en fait, la vie nous propose quelque chose à notre niveau de conscience pour qu'on puisse comprendre tout un chacun à notre niveau ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qui se joue. Pour toi, chaque vie
que nous avons vécue, elle sert et elle a un impact sur notre vie actuelle? Oui, alors j'en suis même à me dire qu'il y a pas de notion de temps. Ni même d'espace. Et ça, c'est pareil, ça a été comme dépasser le concept de la mort qui est une fin. Pour moi, l'espace et le temps, c'est un concept humain. Voilà, comme une règle de jeu de Monopoly, on a décidé que les règles c'était ça, mais bon, pour moi, elles sont caduques. Et donc, les autres plans de création, de vie ou de connexion d'informations sont juste pour mieux comprendre en faisant un pas de côté, comme quand on regarde un film, ça va résonner par effet miroir, ou quand on est en relation avec quelqu'un, on va mieux voir par miroir justement ce qui se joue en nous, nos aveuglements, et donc apprendre et comprendre, parce que moi en fait j'aime comprendre. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur tes pratiques, quelque chose qu'on aurait omis de dire là depuis tout à l'heure? Alors, comme j'aime accompagner. Quand on accompagne l'autre, en fait, on s'accompagne soi, et l'autre arrive avec des projets qui vont nous faire vibrer, nous faire tilter. Et la création est source de joie. Pour moi, en fait, j'ai beaucoup souffert entre guillemets du manque de liberté, de la sensation en tout cas, jusqu'à comprendre que c'était moi qui créais cet enfermement et ces limites là, et qu'il ne dépendait que de moi d'être heureuse ou en souffrance ou en joie, mais à la fois comment il s'appelle, François Cheng, voilà, qui parle très bien de la joie et qui évoque le fait que la joie ne peut exister que s'il y a eu l'expérience de la souffrance. Et donc accepter aussi cette part de traversée de cette dualité d'une chose et de son contraire. Auparavant, j'étais très rebelle, j'étais dans l'inacceptation de ce qui est, je ne comprenais pas, et voilà, j'étais tout le temps à vif. Je crois que mes cheveux blancs m'ont amené cette sagesse. Mes parents m'ont transmis des cheveux blancs très jeunes. Je les en remercie, voilà. Mais en fait, cette paix qui m'empêche pas de vivre les choses, m'empêche pas de souffrir, m'empêche pas d'être triste, m'empêche pas d'être dans l'empathie, la compassion. Voilà. Bon, alors, des fois, je vais me mettre à avoir une souffrance pour quelque chose qui paraîtrait complètement, ou une émotion, une sensibilité qui auparavant j'étais un vrai bulldozer, quoi. Tandis que aujourd'hui cette part-là, elle fait partie du jeu, je l'accepte, et je sais que après ça, après la pluie vient le beau temps. Ok. Donc, merci beaucoup, Pink Lady. Et merci à tous les artistes, à tous les êtres créateurs, à tous mes amis artistes qui œuvrent pour que l'art existe, parce que la poésie, et je dirais que un de mes amis qui m'a quitté m'a fait un très beau cadeau avant de partir, c'est-à-dire qu'il m'a montré qu'effectivement, elle est venue me le dire justement dans ces phases d'hypnose et après en contact direct comme ça avec l'invisible, que la poésie et l'art étaient le plus important dans la vie. Merci beaucoup, Pink Lady. Voilà, merci. Au revoir.